Bonjour, bienvenue à tous dans cette seconde vidéo consacrée à notre cours sur la guerre froide. Donc après avoir vu l'origine idéologique du conflit, nous intéressons maintenant aux diverses formes que prend ce conflit. Donc nous rappelons que l'on parle de guerre froide car il n'y a pas eu, durant toute la durée du conflit, d'opposition militaire directe entre les États-Unis et l'URSS. Néanmoins, chacun des deux pays cherche à gagner du terrain et à montrer la supériorité de son modèle politique et économique par tous les moyens. Donc l'un de ces moyens, sans doute le plus symbolique, est celui de la technologie, et en particulier la manifestation de la puissance technologique par la course à l'espace. Alors, la course à l'espace est devenue possible grâce à l'apparition, pendant la Seconde Guerre mondiale, de fusées développées par l'Allemagne nazie, alors dans un objectif tout d'abord militaire, puisqu'il s'agissait pour les Allemands de développer des fusées V1 et V2 qui portaient des charges explosives pour attaquer la Grande-Bretagne. Alors, ces technologies intéressent les deux camps qui cherchent à la fin de la Seconde Guerre mondiale à récupérer les techniciens allemands. Alors ce sont surtout les Américains qui parviennent à récupérer les ingénieurs allemands les plus importants, notamment Wernher von Braun, le père de la fusée V2. Cependant, ce sont les Soviétiques qui les premiers s'illustrent dans la course à l'espace, avec un premier fait d'armes qui est la création du premier satellite artificiel, le satellite Sputnik. Donc il s'agit de cette petite sphère métallique équipée d'antennes qui est envoyée dans l'espace au moyen d'une fusée Soyouz. Donc c'est une fusée qui avait été développée à la base pour envoyer des charges nucléaires, mais qui est utilisée par les soviétiques pour leur programme spatial civil, donc pour envoyer des satellites, mais aussi après des missions habitées dans l'espace. Alors les fusées Soyouz sont toujours à la base du programme spatial soviétique, et sont même utilisées et louées à d'autres pays, y compris les États-Unis récemment. Et donc ces fusées permettent d'envoyer des charges dans l'espace et d'échapper à l'attraction terrestre. Donc l'envoi du satellite Sputnik dans l'espace marque le début de la course à l'espace. Pour la première fois, l'homme parvient à échapper à l'attraction terrestre et à envoyer un objet en orbite autour de la Terre. Alors les soviétiques n'en restent pas là, puisque très rapidement, ils lancent des tests en vue de missions habitées. Donc le premier être vivant à partir dans l'espace est la chienne Laika, qu'on voit ici dans une photographie dans son petit module qui doit l'emmener dans l'espace, et ici sur un timbre roumain, la Roumanie étant un pays du bloc de l'Est, un pays communiste sous influence soviétique. Et donc cet exploit est célébré largement dans l'Union soviétique. Alors la pauvre chienne Laika, elle ne survit pas au voyage. Alors, l'objectif derrière le fait d'envoyer des premiers êtres vivants dans l'espace est de préparer une mission humaine. Et c'est chose faite lorsqu'en 1961, Yuri Gagarin, un officier de l'armée de l'air soviétique, devient le premier homme à effectuer un voyage en dehors de l'atmosphère terrestre. Donc il est le premier homme dans l'espace. Alors, au-delà de l'exploit technique, il s'agit pour la propagande soviétique d'un immense succès, puisque cet exploit fait instantanément de Yuri Gagarin une star internationale, qui part en tournée dans les pays alliés de l'Union soviétique, mais également les autres. Donc les États-Unis, eux, ne peuvent que constater et regarder ce que font l'Union soviétique. Alors on voit ici, donc sur le journal L'Humanité, le journal du Parti communiste français de l'époque, la publicité qui est faite de cet exploit technique soviétique. Alors les soviétiques poursuivent dans la même veine, en envoyant la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, mais les États-Unis ne peuvent pas rester sans réagir. Donc pour l'instant, nous pouvons noter que l'Union soviétique est le premier pays à envoyer un satellite dans l'espace, Sputnik, puis le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en 1961. Donc les États-Unis vivent comme un affront le fait d'être devancés de manière aussi flagrante dans le domaine de la technologie, et ils décident de répondre, et de répondre de manière massive, donc à travers la décision du nouveau président des États-Unis, fraîchement élu, John Fitzgerald Kennedy, qui prononce un discours historique. « We chose to go to the moon », nous faisons le choix d'aller sur la Lune d'ici la fin de la décennie, donc avant 1970, il annonce que les États-Unis parviendront à aller sur la Lune, à y emmener un équipage humain et à le ramener sur Terre.
Alors ce choix nécessite des moyens considérables qui sont alloués à la NASA, donc l'agence spatiale américaine, et Wernher von Braun, l'ancien ingénieur nazi, est en charge du projet, développer une fusée suffisamment puissante pour faire décoller un équipage humain, le matériel nécessaire pour allunir, atterrir sur la Lune, et ramener sain et sauf cet équipage. Donc il s'agit ici d'une mission sans précédent du point de vue technique, et les soviétiques sont bien en peine de pouvoir répondre aux défis. Ils tentent de développer leur propre superfusée, mais sont incapables de développer, faute notamment d'ordinateurs, une mission qui soit capable d'emmener et de ramener de manière sûre des hommes sur la Lune. C'est donc, au terme d'investissements tout à fait considérables, les États-Unis qui lancent la mission Apollo 1, donc sur une fusée colossale, la Saturn, le premier équipage, composé de Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin Aldrin, qui parvient à se poser sur la Lune et à revenir sur Terre. Donc en 1969, les États-Unis remportent symboliquement la course à l'espace, puisqu'ils ont placé la barre trop haut pour que les Soviétiques puissent suivre. Donc nous pouvons noter que, en réponse, le mois suivant, le président américain John Fitzgerald Kennedy lance un programme Apollo, un P et deux L, afin d'envoyer un homme sur la Lune. Alors nous poursuivons en abordant le point des conflits militaires cette fois. Donc nous le rappelons, les conflits militaires n'opposent jamais directement Union soviétique et États-Unis. Par contre, leurs alliés sont fréquemment pris dans des conflits où l'un ou l'autre de ces deux pays interviennent. Donc c'est le cas notamment de la Corée. Donc nous allons, avec l'aide de notre manuel, document 3, page 96, nous demander quelles sont les étapes de la guerre de Corée, quels sont les acteurs, les pays qui interviennent, et pourquoi peut-on parler d'un affrontement indirect entre États-Unis et URSS. Donc tout d'abord un petit retour sur l'histoire particulière de la Corée. Ce pays est depuis le début du XXe siècle une colonie occupée par le Japon. En 1945, le Japon est défait par les États-Unis et l'Union soviétique, et le pays est séparé en deux parties. D'une part, au nord, l'ancienne résistance communiste forme un État soutenu par l'Union soviétique et son autre voisin, la Chine, également communiste. Et au sud, les États-Unis installent un régime pro-occidental qui leur est favorable, avec une dictature militaire. Cependant, ce régime dispose d'une faible légitimité vis-à-vis du peuple, puisqu'il est essentiellement dirigé par d'anciens collaborateurs de l'occupant japonais. Les dirigeants communistes du Nord veulent réunifier le pays, et le réunifier sous leur commandement. Aussi, en 1950, les dirigeants communistes du Nord lancent une invasion qui est destinée à prendre l'intégralité du pays. Très rapidement, l'armée du Nord, plus puissante que celle du Sud, occupe quasiment l'intégralité du pays. Il ne reste que la petite poche autour du port de Busan, au Sud, qui soit sous le contrôle du gouvernement du Sud. À l'automne, quelques mois plus tard, donc les États-Unis décident d'intervenir pour empêcher le Nord de contrôler l'intégralité du pays. Donc avec le soutien de l'ONU et de leurs alliés, ils montent une force internationale pour repousser les armées du Nord. Alors on notera que 3000 soldats français ont combattu dans cette force internationale, mais l'essentiel de l'effort est fourni par les États-Unis. Donc les États-Unis, en utilisant leur puissance militaire et technologique, parviennent à repousser les armées du Nord et à quasiment occuper l'intégralité du pays. Alors donc en janvier 1951, les Chinois communistes, voyant les armées des États-Unis presque à leurs frontières et la Corée du Nord quasiment vaincue, décident d'intervenir, et d'intervenir massivement, en envoyant des millions de soldats combattre vers le sud pour soutenir la Corée du Nord communiste. Grâce à ce soutien massif, les troupes de la Corée du Nord parviennent à repousser la coalition internationale et même à reprendre Séoul. Puis, entre 1951 et 1953, le conflit s'enlise progressivement dans une guerre de position qui n'est pas sans évoquer la Première Guerre mondiale. Les Alliés, avec les États-Unis, parviennent à reprendre la capitale du Sud, Séoul, et finalement, le 27 juillet 1953, un cessez-le-feu est signé et rétablit les frontières autour du 38e parallèle, donc quasiment en fait au niveau de la frontière initiale. Aujourd'hui encore, la Corée est divisée selon cette frontière, avec une zone démilitarisée, une frontière qui sépare la Corée du Nord, toujours communiste,
sous l'emprise des Kim, et la Corée du Sud, qui entre-temps est devenue une démocratie, et est toujours alliée des États-Unis, avec la présence de bases américaines sur son sol. Donc, nous avons donc vu quelles étaient les principales étapes de la guerre, et les pays qui interviennent sont donc la Corée du Nord communiste et la Corée du Sud alliée aux États-Unis. La Corée du Sud est soutenue par les États-Unis et ses alliés, et la Corée du Nord, elle, bénéficie du soutien militaire direct de la Chine. Cependant, l'affrontement entre l'URSS et les États-Unis est bien indirect, puisque l'URSS, même si elle fournit un soutien technique, économique et militaire à la Corée du Nord, n'envoie pas de soldats pour affronter les troupes des États-Unis qui sont sur place. Nous pouvons donc noter que, en 1950, la Corée du Nord communiste envahit le Sud allié aux États-Unis. Les États-Unis organisent une coalition, une alliance, pour contre-attaquer. La Chine communiste intervient pour sauver le Nord en 1951. Et en 1953, un cessez-le-feu est signé. La Corée demeure séparée en deux États, la Corée du Nord toujours communiste et le Sud capitaliste. Donc le conflit a fait 3 millions de morts et essentiellement des victimes civiles, ce qui constitue un traumatisme majeur dans l'histoire de la Corée, en plus du fait que de nombreuses familles se soient retrouvées séparées entre le Nord et le Sud, avec une frontière quasiment hermétique entre les deux.